Le modèle économique actuel des grandes plateformes, Facebook, Amazon, etc., est incompatible avec les démocraties. Donc il va falloir choisir. Il y a cette idée que la nouvelle guerre, c'est la guerre des esprits. Arriver à conquérir les esprits des nations ennemies pour qu'ils se désorganisent. Toute l'information qui va être reçue va passer dans le filtre qui vous dit « on vous ment ». David Chavalarias, bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Limite. Comment tu vas? Très bien. Très content d'être ici. Ça fait plaisir. Et vous, comment vous allez, les amis? Dites-le nous en commentaire. Aujourd'hui, on va parler de gros sujets. Parce que vous savez, les limites planétaires, les limites à la croissance et le monde dans lequel on est. C'est que il y a parfois des stratégies géopolitiques, parfois le climat qui change fait que nos systèmes de croyances font en sorte de créer des barricades pour qu'on ne tombe pas dans la folie, ou parfois parce qu'on refuse d'y croire. Ça va être la thématique du jour. Donc abonnez-vous, commentez, likez bien sûr cette vidéo. Aidez-nous sur Tipeee. Vraiment, ça peut énormément nous aider, vraiment. Mais en tout cas, si jamais vous n'avez pas l'occasion de le faire, même 1 ou 2 euros par mois, il n'y a pas de problème. Déjà, juste votre abonnement, ça va beaucoup nous aider. David, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis un scientifique. Je suis chercheur au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique en France. Et je m'intéresse à la question des évolution des sociétés, dynamiques sociales, à la fois d'un point de vue d'un peu de modélisation, donc c'est des maths et de l'informatique, mais aussi de l'observation à partir des mondes numériques. Et donc à l'Institut des systèmes complexes et où je travaille, on a développé un certain nombre de dispositifs qui permettent d'essayer d'observer ces mondes numériques, de comprendre comment les idées circulent, comment se forment les groupes sociaux, comment ils peuvent être manipulés. Et donc voilà, tout ça c'est un petit peu mon travail. J'ai notamment écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Toxic Data. Voilà. Je le mettrai en commentaire parce que ce livre-là, que j'ai pas encore eu l'occasion de lire, permet vraiment d'avoir une vision du monde qui est très importante, parce que les réseaux sociaux, je dis toujours, c'est une forme d'amplificateur un petit peu de nous, de qui on est. Et lorsqu'on est une personne toxique sur les réseaux sociaux, c'est comme si en fait on partageait notre toxicité à plein de gens et que ça pouvait créer des formes de clash, et alors être une sorte de terreau fertile pour que poussent de là des conneries en veux-tu, en voilà. Donc on va vraiment en parler, parce que nous, c'est encore plus important, on est sur YouTube, on répond à des algorithmes, on répond à un système dans lequel on essaye de pas trop nager dedans non plus, parce que sinon on perdrait complètement le fil de ce qu'on fait et on se mettrait à vous dire beaucoup de conneries histoire de créer de l'engagement et histoire à ce moment-là d'avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup d'argent. C'est pas du tout le but de cette chaîne, on est bien d'accord. Moi, ce qui m'intéresse déjà dans un premier temps, c'est cette étude. Vous avez travaillé au CNRS sur une étude qui permet de comprendre un phénomène que je vis moi au quotidien sur les réseaux sociaux. C'est une montée du climato-dénialisme. Alors, je parle pas de scepticisme, parce que il peut y avoir des climato-sceptiques, d'ailleurs, il y en a certainement qui nous regardent, pas parce que ils sont mauvais, c'est le mal, pas du tout, c'est pas ça, c'est plus parce que on n'est pas informé, on sait pas trop, et on se pose des questions, comme on se pose des questions dans la vie de tous les jours, ce qui est plutôt sain. Tout comme il y a le climato-sceptique qui, lui, on a beau lui prouver par A plus B, il va toujours chercher la petite bête, pas forcément négatif, mais voilà. Et puis de l'autre côté, t'as ceux qui complètement sont dans le déni, il n'y a pas de changement climatique, le CO2, c'est que 0,04% aujourd'hui, ce qui est quand même beaucoup, et donc c'est pas ça qui a un impact, c'est bon pour le végétal, en fait, c'est un cycle solaire, les cycles Milankovitch, en veux-tu, en voilà. D'abord, pourquoi vous avez fait cette étude? Quelle était l'initiative de base? Alors déjà, cette étude, elle s'appuie sur donc un observatoire qu'on a mis en place en 2016 sur tous les débats autour des questions climatiques sur Twitter. Donc Twitter, maintenant X, proposait à l'époque, et jusqu'il y a quelques mois, de collecter tous les messages publics sur un thème donné. Et donc on a suivi des mots-clés spécifiques au climat. Et on avait en gros entre 500 000 et 2 millions de tweets qui portaient sur le climat par jour. Donc à l'époque, on avait développé ce truc-là avec Bazir Panahi, qui est un collègue, pour une exposition à la Cité des Sciences, pour essayer de montrer comment circulaient les idées sur le climat, quels étaient les concepts, etc. Et puis la collecte a continué pendant des années, donc jusqu'à l'année dernière. Et puis l'année dernière, j'ai échangé avec des collègues du GIEC, qui m'ont dit on est très attaqué sur les réseaux sociaux, on comprend pas ce qui se passe, est-ce que tu vois quelque chose dans le climatoscope, donc cet observatoire? Et donc on a creusé et on a essayé d'identifier les méthodes en fait qui sont utilisées par ces groupes-là, donc notamment les dénialistes, pour propager leur information. Et puis c'était aussi lié à une thèse
de Victor Chomel qui a travaillé avec moi et avec qui on a travaillé aussi sur cette base-là. Donc l'un dans l'autre, on était prêts, si vous voulez, pour attraper ces questions-là. Et donc la question de base, c'était qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi les gens se sentent tout à coup agressés sur Twitter à propos des questions climatiques? Il y en a qui ont dû prendre du recul, hein. Christophe Cassou notamment, climatologue. Oui, tout à fait. GIEC. C'est devenu très violent. Il y a des collègues qui m'ont montré, ils avaient quasiment des menaces de mort, etc. Enfin, ils recevaient même des mails, ou des SMS. Enfin, c'est vraiment très violent. Il y a vraiment eu un moment, et ça c'était l'été 2022, où tout ça s'est amplifié. Et donc on a un peu investigué pour essayer de comprendre d'où ça venait, pourquoi on se prenait ça dans la gueule tout à coup, et on a trouvé plein de trucs intéressants dont on va parler. Ah ben allons-y. Voilà. Cette étude-là, moi je vais venir un petit peu avec mon expérience personnelle, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup sur X, et effectivement je le perçois plus depuis le rachat de Musk, il y a eu vraiment une transformation. Mes tweets sont vus par des gens qui ne sont pas abonnés à moi et auxquels je ne suis pas abonné. Ces gens interagissent avec moi sur les mêmes questions, des questions antiracistes, des questions liées à la colonisation, et aussi beaucoup sur le climat. Alors là, sur le climat, ça va dans tous les sens, hein. C'est-à-dire qu'on m'envoie des tonnes d'études. J'ai été plein de fois, je me suis retrouvé dans des conversations d'un gros tweet que vous avez analysé, un gros compte Twitter. Donc j'ai pas envie de citer le nom, qui fait que de la désinformation avec des vieilles études des années 70, 70 pour les Belges. Sortis hors contexte, et j'ai l'impression qu'ils sont énormément mis en avant. Alors je voudrais essayer déjà de comprendre qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que tout d'un coup, sur Twitter, sur X, il y a eu une explosion comme ça, que ça s'est perçu, que ça s'est ressenti. Quels ont été les mouvements? Il y a plusieurs phénomènes qui se sont superposés et qui ont mené à, en gros, le fait que Twitter est devenu de plus en plus toxique. Donc là, le premier, c'est celui que tu as mentionné, qui est le plus récent, qui est le rachat de Twitter par Musk, qui a changé toute l'algorithmique de recommandation dans Twitter, aussi le design, de manière à servir encore mieux ses intérêts. Notamment, il trouvait que lui, il était pas assez recommandé, donc il a demandé à ses ingénieurs de le recommander plus. Et à un moment donné, tout le monde avait que du Musk dans son For You, pour vous. Bon, enfin, bref, ça c'est l'anecdote, mais en gros, on a pu mesurer que la toxicité ou la négativité, l'hostilité sur Twitter a augmenté de quasiment 50% suite à ces modifications-là. Donc ça, c'est vraiment la patte de Musk. Et puis, par ailleurs aussi, il faut savoir que il a fait tout un ensemble de choses. C'est-à-dire qu'il a arrêté toute modération. Hein, Twitter a quand même passé, je sais pas, de 7-8 000 employés à 1000 employés. Donc, il a viré toutes les équipes de modération par mail. Il a aussi fait une loi d'amnistie en tout bon président. C'est-à-dire que plein de comptes qui avaient été suspendus pour harcèlement, usurpation d'identité ont été rétablis, dont des néo-nazis par exemple. Incitation à l'émeute, Donald Trump, qui d'ailleurs est en procès en particulier. Tout à fait, mais il y avait même pire que Donald Trump. Hein. Oui. Donc plein de comptes comme ça ont été rétablis. Donc en fait, d'un côté, il a augmenté la viralité des contenus agressifs toxiques, de l'autre côté, il a remis dans l'arène plein de trolls et de gens agressifs toxiques. Donc ça, c'était l'effet Musk. Et on l'a vu, on l'a vraiment mesuré. On a vu par exemple que suite à ça, en gros, le nombre de tweets qui relayaient l'information liée au GIEC et au pro-climat, en gros, ce nombre de tweets a baissé de moitié en 2 semaines, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à peu près un tiers des primo-publiants sur le climat qui sont partis, tout simplement partis, et ceux qui restaient ont été moins actifs. Donc l'effet de Musk, en plus de toute cette hostilité, c'est que ça a découragé tout simplement les personnes qui étaient là pour vraiment apporter de l'information. Et donc là, il y a eu un vrai effet Musk. Mais avant ça, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, par construction, les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, n'importe lesquels, puisqu'ils sont basés sur l'engagement, c'est-à-dire ils essaient de maximiser le nombre de partages, de likes, etc., par construction, ils amplifient les messages toxiques. C'est pour ça que les personnes, en gros, qui sont les plus polémiques, qui vont au clash, sont souvent plus facilement des followers et des relais dans le temps. Donc ils obtiennent une notoriété plus facilement. Mais ça, c'est vraiment constitutif des réseaux sociaux. Est-ce que tu es d'accord de traduire ça par « Ok, lui m'a attaqué personnellement sur un sujet, je me sens personnellement touché, je vais lui répondre, je vais rentrer dans une sorte de joute verbale l'un contre l'autre, on aura passé du temps sur l'application, et on aura vu beaucoup de pubs. » Alors, effectivement, il y a ce côté, plus il y a d'interaction, y compris l'interaction hostile,
plus on va pouvoir voir de la pub. Hein, on sait aussi, par exemple, que... Quel modèle économique des réseaux sociaux. Hein. Voilà, qui a jamais eu autant de lecture du Washington Post que pendant la présidence de Trump, parce que il y avait tellement de polémiques tout le temps que les gens étaient accrochés à l'info. Donc, le côté atmosphère anxiogène et toxique fait accrocher au réseau, et donc ça c'est une des composantes. Parce que ça joue sur les peurs, tu penses? Enfin, ça joue sur les peurs. On a besoin en fait, si vous cherchez de l'information, c'est que vous avez d'une certaine manière besoin de vous rassurer. Parce que si tout va bien, vous n'avez pas besoin vous faites vos hobbies et vous n'avez pas besoin de savoir si le monde va mal. Donc il y a un petit peu ça, mais il y a aussi le fait que vraiment intrinsèquement, de manière constitutive, les médias sociaux sont des médias qui sont apprenants. C'est pas des médias passifs. En fait, quand vous dites quelque chose sur Twitter ou sur Facebook, vous avez l'impression que vous le dites et puis ça va être transmis aux gens qui vous suivent. C'est pas du tout ça en fait. Hein. En gros, sur votre timeline, vous voyez à peu près 20% de ce que produit votre environnement social. C'est-à-dire que 80% sont filtrés par le réseau. Donc la question c'est comment sont choisis ces 20%. Ouais. Et en fait, ces 20%, ils sont choisis suivant des règles d'optimisation économique. Et donc le réseau, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram, etc., va apprendre quels sont les contenus qui sont le plus à même de générer de la réaction, donc des partages, des likes, mais aussi des dislikes, etc. Hein. Et c'est ces contenus-là qui vont être mis en avant. Donc dans le pool de tout ce que produit votre environnement social, il va sélectionner les 20% qui sont le plus à même de vous faire réagir. Et en fait, là, il y a des biais cognitifs qui se mettent en œuvre. Et en fait, ce qui se trouve, c'est qu'en moyenne, ces 20%, ce sont ceux qui vont vous toucher le plus émotionnellement, et notamment d'un côté un peu anxiogène. Et donc, le réseau va amplifier sur votre timeline ce côté anxiogène. Nous, ce qu'on a montré, par exemple, c'est que sur Twitter, on l'a vraiment mesuré, hein, la différence entre ce qui est produit par votre environnement social et ce que vous recevez. Actuellement, il y a plus de 50% de contenus toxiques qui sont dans ces 20% par rapport aux 100%. Donc c'est énorme. Et ça, c'est en moyenne, parce qu'il y a des personnes qui ont plus 300%. Il y a des personnes qui vivent dans un monde qui a rien à voir avec le monde que vivent ceux auxquels ils sont abonnés. Alors qu'on a l'impression que je m'abonne, je vais recevoir, mais c'est pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est vraiment intéressant, ça vaut le coup de lire les conditions d'utilisation de Twitter. Ah ouais, ce que personne ne fait. Hein, alors, ce que personne ne fait. Mais alors, voilà. Alors je vais le transposer avec la Poste. Hein. Vous prenez la Poste. Est-ce que vous utilisez la Poste vous dit, je peux lire votre courrier, je peux l'ouvrir, je peux le modifier, décider de le distribuer ou pas, et tout le contenu des lettres que vous envoyez ou que vous recevez, et aussi, j'ai un droit non exclusif de l'utiliser comme je veux. Donc ça, c'est le contrat de Twitter. Et le troisième, encore, et si jamais je vous porte préjudice par mon action, le mieux que vous pouvez prétendre, c'est le maximum entre $100 et le coût que vous aurez dépensé pour acheter mes services. Sérieux, c'est écrit dans les conditions. C'est écrit texto. Donc en fait, waouh. En fait, vous avez des plateformes, et Facebook c'est pareil, hein, donc vous avez des plateformes qui sont utilisées par des milliards d'utilisateurs, ouais. Et le contrat d'utilisation de ces plateformes, en gros, c'est fuck you s'il y a un problème, et moi je fais ce que je veux avec vos contenus. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement une optimisation économique dans certains cas, et dans le cas de Twitter, il y a aussi une dimension guerre culturelle, c'est-à-dire que Musk a racheté Twitter, pas pour faire de l'argent parce qu'il était en déficit, mais parce qu'il voulait rééquilibrer, en gros, les forces de gauche et de droite, mais lui, quand il parle de droite, on est plutôt sur l'extrême droite. C'est ça. Mais c'est ce qu'on ressent beaucoup même dans ses propres tweets. Hein. Il parle d'invasion pour les personnes qui fuient les problématiques climatiques ou les guerres, les conflits. Ils disent ils sont en train d'envahir l'Europe. Qu'est-ce que le gouvernement allemand est en train de faire avec ça? Et on voit vraiment déjà quel est son schéma mental, à quoi il pousse, et le fait qu'il soit à la gestion d'un réseau social comme ça, où il y a de plus en plus de xénophobie, de dénialisme envers la science. Ça en est effrayant. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que oui, ok, je vois ce relan. Et merci pour cette étude, parce que je pars toujours du principe que moi, je n'ai pas une vision concrète des choses. J'ai une vision avec mon expérience qui n'est pas du tout la même des autres personnes. Tous les comptes qui m'ont attaqué, j'allais un peu scroller en bas et je voyais qu'il y avait un dénominateur commun, c'était le vaccin. L'étude que t'as révélée là a démontré qu'il y a eu une forme de transfert, donc d'un dénialisme de base vers un autre. Je voulais un peu avoir ton retour sur ton étude à ce niveau-là. Une grande partie des dénialistes d'aujourd'hui, climatiques, ont été auparavant, en fait, sur le terrain anti-dictature sanitaire. Mais, pour préciser, il faut vraiment dire que, si vous voulez, le dénialisme climatique,
nous, on a 6 ans d'observation. Donc, ce que l'on voit, en fait, c'est qu'il y en a à peu près toujours eu, avec des cycles. C'est-à-dire que l'été, quand les médias parlent qu'il fait très chaud, etc., qui relient ça au changement climatique, les dénialistes arrivent en disant mais non, c'est pas ça, c'est les variations, les cycles du soleil, etc. Quand il y a des COP, évidemment, on dit bah non, on essaie de quand ça fait l'actualité. Quand ça fait l'actualité. Donc quand on en parle, naturellement, les dénialistes arrivent pour faire porter leur discours. Bon, et souvent, en fait, historiquement, c'est plutôt des dénialistes liés aux énergies fossiles, qui essayent de retarder les mesures qui vont leur porter atteinte, ou des dénialistes un peu idéologiques, politiques. Souvent, c'est les mouvements conservateurs. Ça a été montré, par exemple, aux États-Unis, oui, même parce en qu'il France. y a quand même rapidement, et reste bien où tu es, il y a quand même eu des 50 ans de désinformation, des compagnies d'énergie fossile. D'ailleurs, il y a une étude qui était sortie récemment, je crois que c'est même EDF qui l'a faite, qui a participé, Ipsos, il me semble. Je vais vous la mettre en description. Ouais, l'Obscope. Ouais, exactement, qui montrait les pays où il y avait le plus de climato-scepticisme. Et les pays où il y avait le plus de climato-sceptiques, de c'est un cycle solaire, c'est naturel, ou alors de il n'y a pas de changement climatique, étaient les pays les plus gros producteurs en fait d'énergie fossile. Il y avait l'Australie avec son charbon. Nous, la Belgique, on n'était pas bien du tout, il faut le préciser. 4 personnes sur 10 en Belgique sont climato-sceptiques. Vous, en France, c'est un petit peu moins. Et puis on avait États-Unis, Arabie Saoudite, tout en dessous, quoi. C'est là où il y avait le plus. Donc c'est un travail de longue haleine. Tout à fait. Et puis ça a été vraiment très documenté. Il y a un bouquin qui s'appelle Les Marchands de doute, qui montre comment, en fait, ce qui avait été appliqué au début pour l'industrie du tabac, c'est-à-dire la désinformation scientifique pour retarder les mesures contre le tabac, après ont été appliquées aussi sur le climat, etc. Donc ça, il y a un espèce de climato-dénialisme à papa qui sert des intérêts plutôt économiques. Mais ce qu'on a vu, c'est que tout à l'heure on parlait de juillet 2022, nous on a vu en juillet 2022 vraiment une espèce d'explosion de climato-dénialisme. Et surtout en France, il y a eu une espèce de structuration d'une communauté qui n'était quasiment inexistante sur Twitter. Et celle-là, en fait, c'est cette couche-là du climato-dénialisme qui est très liée à la contestation du vaccin et au cadrage anti-dictature sanitaire. Et quand on fait vraiment le croisement, en fait, entre, parce qu'on a aussi un observatoire sur Twitter aussi toujours des débats sur la pandémie, etc., qu'on a activé en 2020. Donc quand on regarde comment se projettent les orientations idéologiques ou les croyances de la sphère vaccin vers la sphère climat, eh ben on a une correspondance quasiment parfaite pour ceux qui sont entre les deux, qui ont participé aux deux, entre d'un côté ceux qui, en gros, acceptaient les mesures gouvernementales et puis allaient se faire vacciner, etc., et puis ceux qui sont conscients qu'il y a un problème avec le climat, et de l'autre côté, les anti-dictateurs sanitaires et les dénialistes. Ok, donc si je comprends bien, il y a vraiment une transition, une forme de transfert. D'ailleurs, tu le montres quand tu fais des conférences. Je t'avais découvert à Nantes, à Univers Shifté. Tu avais montré tout ce paysage, cette nébuleuse en fait de transmission d'informations entre différents types de comptes. Et donc, c'est clairement démontré qu'il y a eu un transfert de tout ce qui forme en fait les anti-vax vers le climato-scepticisme, le climato-dénialisme. Alors effectivement, on a aussi un observatoire de la pandémie sur Twitter, donc des débats autour de la pandémie. Donc on a plusieurs mois de débats et on a pu observer ces communautés-là. On a la même chose aussi sur la politique. Et on a vu pendant la pandémie se constituer des communautés numériques très puissantes qu'on pourrait appeler anti-vax, mais peut-être plus exactement anti-dictature sanitaire, parce qu'on peut tout à fait être anti-vax, pas vouloir se faire vacciner, pour des raisons X ou Y. Mais là, c'était vraiment des communautés et des leaders qui insistaient sur le fait qu'on est opprimé par les gouvernements, qu'ils veulent nous contraindre nos libertés, etc., et qui appelaient à la dictature sanitaire. Et donc, pendant la pandémie, certains leaders politiques, pour des raisons X ou Y, ont pris ce créneau-là pour se faire une audience. Ils ont construit des communautés très très puissantes, au sens de très nombreuses et très actives. Et quand on regarde maintenant les personnes qui s'expriment sur le climat de façon climato-dénialiste, donc quand on regarde les personnes qui s'expriment sur le climat de façon climato-dénialiste, si on se demande qu'est-ce qu'elle faisait au moment de la pandémie, celle qui était aussi sur Twitter en train de militer et parler de la pandémie, il y a une correspondance quasiment parfaite entre ceux qui étaient anti-dictateurs sanitaires
et maintenant donc ceux qui sont dénialistes. Et même, je parlais tout à l'heure de cet événement en juillet 2022, donc où on a eu d'un coup une espèce de bouffée de climato-dénialisme sur Twitter, avec tout le monde qui se demandait qu'est-ce qui se passait. Donc nous, on a vraiment observé une structuration de cette communauté. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le climato-dénialisme a toujours été plus ou moins là sur ce réseau-là, et sur d'autres réseaux d'ailleurs, hein, et qu'on a une variation saisonnière en fonction de l'actualité climatique. Donc à chaque fois qu'il y a un été un peu très chaud, on en parle dans la presse, et ça du tire. coup, les climato-dénialistes arrivent en disant, ben non, en fait, c'est pas du tout le climat, c'est juste la variété saisonnière. Il a déjà fait chaud avant. Voilà, regardez. il y a tous ces trucs-là, et là, il y a eu un âge glaciaire au Moyen-Âge, enfin bref, ou un âge... Le Groenland était vert. Ah, voilà, Okay. il y a plein de théories comme ça, qui confondent d'ailleurs météo et climat, hein, parce que le climat, c'est vraiment les longues séries chronologiques et sur la Terre tout entière. Bon bref, qu'importe. Mais en tout cas, donc il y a eu toujours une forme de climato-scepticisme ou climato-dénialisme saisonnière. Ce qu'on a observé en juillet, c'est qu'il y a une espèce d'explosion de structuration de ces groupes et qui perdure dans le temps et qui n'est plus saisonnière mais qui est là en permanence et qui grossit de manière assez importante. Et c'est cette couche-là, parce que les autres ils sont toujours là, hein, qui sont liés aux industries fossiles, etc. Mais c'est cette couche-là qui effectivement semble hériter, enfin pas semble, il y a des intersections réelles, donc de ce mouvement de militantisme anti-dictature sanitaire qui a émergé pendant la pandémie. Et c'est vraiment très clair au niveau international. C'est ça qui est assez bluffant, c'est qu'on regarde tous les pays, et dans tous les pays, ceux qui étaient anti-dictateurs sanitaires pour la liberté, etc., cette forme-là, la liberté très particulière, se projette dans les mouvements dénialistes, et puis les autres se projettent dans les mouvements pro-climat. Donc on a cette correspondance-là, et ça, on va en parler, mais ça dit quand même beaucoup de choses. C'est dingue parce qu'on a la sensation même que dans ces fameux groupes, ça ne sert à rien d'aller leur expliquer la science du climat, ça ne sert à rien de devoir échanger avec eux. C'est comme si ils se montaient tellement le bourrichon entre eux au sein des mêmes groupes qu'au final, quand toi t'arrives et que t'essayes avec beaucoup de sympathie d'apporter un peu plus d'éléments, un peu plus de nuances, il y a un rejet automatique, il y a une attaque. C'est particulier un petit peu comme truc. Oui, parce que c'est en fait il y a eu un effet d'opportunisme de certains influenceurs et leaders, qui soient d'ailleurs des leaders de politique intérieure ou des influenceurs liés à des États qui font de l'ingérence étrangère. Donc il y a un certain opportunisme sur ce créneau-là, et donc pour attirer à eux et former à leur idéologie une certaine frange de la population, sur fond d'une situation qui était dramatique, qui était incertaine, qui a fait souffrir beaucoup de gens, et beaucoup de gens se demandaient qu'est-ce qui se passait, etc. Donc, ils ont proposé une forme de récit qui était, en fait, non, il n'y a pas de Covid, on essaie de vous contrôler, on va vous mettre des puces dans les vaccins, etc. C'est l'oppression des élites sur le peuple, et avec un discours qui cherchait à détacher les personnes donc qui sont tombées là-dedans, des institutions, des scientifiques, de la société de manière générale. C'est-à-dire que de tout ce collectif qu'on construit, on construit comme il y a des journalistes qui vont à l'école de journalisme, qui apprennent la déontologie, il y a des élus, on est plus ou moins bien contents, mais enfin il y a une forme de représentativité, etc. Donc tout ça, ça forme la société, et l'idée c'était de la détacher de cette société en disant en fait tout ça c'est corrompu, il faut écouter mes récits. Moi, je vais vous raconter ce que tout le monde vous cache. Et à partir du moment où on commence à mettre dans la tête de quelqu'un que, en fait, en gros, il est victime de quelque chose, qu'on lui cache, qu'il y a un espèce de complot mondial, et que surtout, ce qu'il va lire, c'est totalement bullshit, y compris le fait qu'il est tombé dans une théorie conspirationniste, eh bien, il va s'isoler d'une certaine manière du reste de la société, avec un groupe, hein, donc ils vont faire sous-société, on va dire. Il va s'isoler, et là, ça va être très très dur de les faire voir autre chose, parce que toute l'information qui va être reçue va passer dans le filtre de cette information qui a été martelée, qui vous dit « on vous ment ». Et donc, à partir du moment où on vous ment, tout ce qui reçoit de l'extérieur, on vous ment. Et ça, c'est vraiment le principe des sectes. Et ça, c'est vraiment le principe des sectes. Hein, c'est on coupe
les gens de l'extérieur. On leur dit éventuellement vous pouvez aller regarder, mais vous verrez c'est que des mensonges. Donc forcément, si on arrive avec ce spectre-là, c'est par contre, on essaie de renforcer les liens vers l'intérieur en disant écoutez ma chaîne YouTube, écoutez mon machin, etc. Et ça, voilà, ça fait des dérives vraiment sectaires. Et du coup après, c'est très difficile de discuter avec ce genre de personnes, surtout que la discussion va très vite sur le conflictuel. Oui. On est sur l'émotion, sur le conflictuel, et donc on n'a pas vraiment de question de raisonnement. Ça, toutes les fois où ça m'est arrivé sur le terrain, c'est plus facile sur le terrain en face à face, un à un, d'échanger, de discuter. C'est souvent les mêmes biais qui reviennent. Alors c'est les cycles Milankovitch pour les cycles solaires, c'est que 0,04%, c'est pas ça qui peut faire que. Et bien sûr, je suis rodé, j'arrive à déconstruire avec beaucoup de sympathie chaque discours, et plus je déconstruis, plus on sent que la personne a tellement forgé son identité autour de ses nouvelles croyances ou de ses croyances que effectivement là on devient agressive. Il y a comme un phénomène de je touche à ta construction mentale, à comment tu t'es érigé psychologiquement, que si je démontre en fait que c'est faux, il y a un rejet, il y a une attaque et ça devient personnel. Là, ouais, mais t'es payé, dès que je commence à expliquer des choses, je dis, ouais, mais t'as fait limite, je suis sûr que t'es payé par l'État, t'es payé par les institutions. Je dis non, je suis payé par monsieur, madame, tout le monde. Ouais, t'as sûrement des subsides. Je suis une ASBL, tu peux aller vérifier, mes subsides sont disponibles. T'as tout le détail, tu peux accéder au grant, savoir de pourquoi, si jamais il y a eu des subsides et tout. Et vraiment, on cherche toujours à prouver qu'il y a quelque chose derrière. Donc, tu sens qu'il y a vraiment un mécanisme de défense qui est très agressif. Comment tu sors une personne de là? Alors déjà, la première chose, il faut s'assurer que c'est une vraie personne. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de faux profils, de gens qui sont payés aussi juste pour être là, pour délivrer un certain message et qui donc jamais n'iront accepter tes arguments. Après, si c'est une vraie personne et qu'elle est intéressée à discuter et pas seulement à juste rester sur ses positions, là, il y a déjà une première chose qui est de comprendre les points de vue, parce que une personne qui tombe dans le climato-scepticisme ou l'antidictature sanitaire, généralement, c'est qu'il y a aussi, elle répond à une frustration, un problème ou un sentiment de déclassement dont on avait parlé aussi. Donc, il y a souvent un problème sous-jacent. Et puis après, essayer en essayant d'adopter les différents plans de vue, d'apporter les faits, d'amener la personne à s'ouvrir un petit peu plus à différentes sources d'informations, de lui montrer que effectivement, tout le monde n'est pas payé pour, que de toute façon, c'est même valable pour n'importe quel youtubeur, y compris de leur côté. Il faut bien que les gens gagnent leur coût, donc c'est normal de gagner de l'argent. La question, c'est la déontologie que tu as derrière, de savoir si tu essaies de cacher des choses ou pas, etc. Et donc, à partir de ça, d'essayer d'élargir. Mais on ne peut pas y aller de toute façon frontalement, parce que c'est des personnes qui ont été formatées pour justement aller au frontal. Donc, il faut laisser le temps un petit peu se faire. Mais en tout cas, la première chose, c'est vraiment de s'assurer que la personne que vous avez en face de vous est vraiment une vraie personne ou une personne en tout cas disposée à discuter. J'ai envie de rebondir avec toi sur plein de choses. On va reparler de ce déclassement, ça va être très important dans la compréhension un petit peu de tout ça. Tu me parles de ces fameux groupes, les réseaux sociaux. J'essaie de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. On a souvent la tendance à voir que c'est une forme d'amplification de l'émotionnel, des gossips, du clash en quelque sorte, que c'est par là qu'ils vivent, qu'ils survivent, qu'ils ont le temps de cerveau disponible. Je crois que tu avais des chiffres super importants, que Facebook en fait avait redistribué 80% de certains messages à 4% des gens. C'est quoi ça en détail? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que donc déjà les réseaux sociaux sont des entreprises privées commerciales. Donc elles vont chercher à faire de l'argent, et la manière dont elles font de l'argent, c'est la publicité. On dit quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Là, le produit, c'est vos données, vos comportements pour vous vendre des choses. Donc ensuite, comment elles font ça? Elles font ça en ciblant les messages publicitaires sur vos comptes. Et donc, il faut savoir que, par exemple, quand vous êtes sur un Facebook, un Instagram, un Twitter, etc., la plupart des messages que vous le consommez sur votre timeline, votre home, quoi. Et cette timeline, elle est censée vous montrer à la fois ce à quoi vous êtes abonné, et puis d'autres recommandations qui pourraient vous intéresser. Mais déjà, il faut savoir que, par exemple, sur Facebook, on vous montre qu'à peu près 20% de ce à quoi vous vous êtes abonné. Ce qui veut dire qu'il y a 80% qui sont filtrés. Donc la vraie question, c'est comment sont filtrés ces 80%. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
Les 80% sont filtrés ou les 20% sont montrés de manière à optimiser les revenus publicitaires. Donc pour ça, ils vont prendre en compte tout un ensemble de paramètres, dont tout ce qu'ils ont appris sur vous, pour essayer de vous montrer ce sur quoi vous êtes le plus susceptible de cliquer et ce qui va créer J'aime le les plus voitures, d'engagement. je vais te montrer des trucs de voitures. J'aime le football, je vais te montrer des trucs de football pour me tenir. Effectivement, voilà. Mais le truc, c'est que ces environnements-là, numériques, sont apprenants. C'est-à-dire qu'ils apprennent sur vous, et ils apprennent aussi sur les contenus indépendamment de vous pour savoir quels sont les contenus qui ont le plus de chances d'être cliqués. Et il se trouve que les contenus qui portent une certaine dose de négativité, d'hostilité, etc., ont plus de chances d'être tweetés, toutes choses égales par ailleurs, parce que ça, c'est un biais cognitif que l'on a, et c'est un biais psychologique assez standard, qui est qu'on s'intéresse aux choses qui pourraient nous menacer. Entre les vaccins vont vous rendre stérile et puis les vaccins ça marche, vous voulez savoir pourquoi ça peut vous rendre stérile. Surtout quand on vous dit tout le monde vous ment, ça vous rend stérile. Donc, quand vous vous intéressez à ce genre de contenu, la plateforme, elle apprend que c'est ce genre de contenu qui attire le plus d'interactions, et donc elle va amplifier leur diffusion. Et donc il y a une mécanique, en fait, sur les réseaux sociaux, qui fait que les contenus qui sont les plus polémiques, les plus négatifs, sont suramplifiés par rapport aux autres contenus, toutes choses égales par ailleurs. Alors ça, on l'a vraiment mesuré avec des collègues, notamment Paul Bouchot à l'Institut des systèmes complexes. On a montré que, par exemple, sur Twitter, vous vous abonnez à un certain nombre de personnes, eh bien, ce que vous recevez, vous, sur votre fil d'actualité, est en moyenne, à l'heure actuelle, 50% plus toxique, au sens de comportant des messages dénigrants, hostiles, etc., que ce que produit réellement les personnes auxquelles vous êtes abonné. Donc il y a toute cette mécanique qui va rendre plus viraux les contenus polémiques, clash, etc., et qui va faire que à la fois vous allez sentir d'être dans un environnement moins bien, enfin plus inconfortable. Oui, il y aura une forme de toxicité qu'on va plus facilement percevoir. Mais en plus, on va mettre plus en avant toutes les personnalités qui utilisent ce genre de rhétorique. Et en général, ces personnalités sont aux extrêmes du bord politique, souvent à l'extrême droite. Et donc, ce sont des machines, c'est les réseaux sociaux, qui vont mettre en avant les conflits sociaux et surtout les mouvements extrêmes. Donc, on a bien compris que tu as des personnes qui tombent là-dedans et se retrouvent dans cette situation-là, et on va revenir par rapport aux raisons économiques et de déclassement après, et ça va être vraiment une partie très importante de cette vidéo. Ensuite, il y a les personnes qui deviennent un peu des parodies d'eux-mêmes, qui sont extrêmement suivies sur les réseaux parce qu'ils ont raconté, ils ont toujours besoin de ce clash, c'est ce qui les alimente, et ceux qui savent. Est-ce qu'ils savent délibérément qu'ils mentent ou qu'ils aiment bien mettre leur opinion en avant parce que ça fait vendre des livres, ça fait vendre des abonnements à des chaînes YouTube, ça permet de gagner de l'argent, et il y en a beaucoup qui se font beaucoup d'argent là-dedans. Jusqu'à 200 000 € par mois, il faut quand même le dire. Ah bon, qui ça? On ne dira pas de nom, mais c'est important de le dire que la désinformation permet de gagner beaucoup d'argent. Forcément, t'as beaucoup de livres qui sortent autour du climat, autour de la décarbonation des transports, par exemple, et on les achète pas trop parce qu'on se dit oui, voilà, ça raconte un peu la même chose. Mais quelqu'un qui arrive en disant la voiture électrique, c'est l'arnaque du siècle. Regardez, même les petites voitures électriques, c'est l'arnaque du. T'as plein de gens qui sautent dessus parce que ça permet de répondre à leur biais de confirmation et qu'on est que dans l'opinion quasiment. Et même juste un truc purement mécanique. Si vous avez 100% de la population qui est convaincue du réchauffement climatique et plein d'experts en face, bon, c'est comme ça. Mais si vous avez donc de l'autre côté quelqu'un qui dit non, en fait, c'est pas vrai, et qu'il arrive à capter 2% de la population, lui, il est tout seul à capter ces 2% de la population. Et donc, en fait, il capte 2% de la richesse générée par, j'en sais rien, moi, les livres, etc. Alors que de l'autre côté, vous avez donc 98% qui sont partagés par des milliers et des milliers de scientifiques. Donc, exactement. En fait, il y a un avantage opportuniste à se mettre du côté de la minorité, parce que si on n'est pas beaucoup du côté de la minorité, mais que la minorité est quand même beaucoup plus grosse en proportion que ce qu'on peut avoir en partageant le gâteau total avec tout le monde qui s'intéresse à ça, eh bien, il y a des avantages économiques certains. Donc, toujours la position d'être contrariant, anti quelque chose, et souvent, quand on est dans les premiers, économiquement intéressante. Et puis, tu as les autres, les robots. On ne sait pas si c'est des bots, on ne sait pas quoi, comment, ou on ne sait pas qui ça peut être derrière. Et ça, je voudrais que tu m'approfondisses un petit peu toute cette question de on ne sait pas à qui on a affaire et que ça peut être quelqu'un qui est pas forcément en Belgique, en France, qui est peut-être en Russie. Oui, alors tout à fait. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important de comprendre, c'est que, en gros, si vous regardez même les personnes avec qui vous interagissez, ou surtout les personnes dont vous voyez les posts, en général, vous les connaissez pas. Enfin, c'est très souvent qu'on ne connaît pas
les auteurs des contenus auxquels qu'on affronte. Et souvent, en fait, ces contenus sont tout simplement générés par de faux comptes, parce qu'il y a une pratique qui s'appelle l'astroturfing, qui consiste à créer une fausse adhésion, une foule factice, qui va donner l'impression de l'adhésion de cette foule à une cause, alors que cette foule n'existe pas. On va vous faire croire que, évidemment, tout le monde sait bien que le réchauffement climatique, ça n'existe pas, alors qu'en fait, c'est pas tout le monde, c'est 2-3 robots. Et pour prendre un exemple très concret, donc été 2022, on voit cette structuration de la communauté des néistes en France, qui était quasiment inexistante avant, et un compte commence à ressortir, et ce compte-là, on commence à creuser un peu pour voir ce qu'il est. Donc c'est un compte qui a une photo qui est pas une photo de vrai profil, qui a été pris dans les banques d'images, qui a été créé en 2012, mais qui a été dormant jusqu'en 2021. Donc il était là, comme ça, il attendait. Il a tourné de taper dans l'ombre. Qui se décrit comme expert indépendant du climat, contre les alarmistes du climat, donc il se positionne clairement dans la minorité, qui sait, qui va poster tous les jours des dizaines de messages démontrant que les scientifiques se trompent, que le réchauffement climatique n'existe pas, parfois des choses très techniques, parfois des choses juste de sens commun du genre regardez, voyez, il fait froid, là on est en septembre, il n'y a pas de réchauffement climatique. Mais si vous creusez un petit peu, parce que nous, on a attrapé tous les messages sur Twitter de ce compte-là, qui est d'ailleurs pas forcément une personne, il y a peut-être plusieurs personnes derrière. Et quand vous prenez tous les messages, eh bien, vous voyez qu'en fait, c'est un compte qui s'est expert du climat seulement depuis juin 2022. On était en juillet, donc depuis 2 mois. Qui, en février 2022, se décrivait comme biostatisticien, et qui ne faisait que des posts anti-vaccins, anti-dictature sanitaire, c'est dangereux, etc. Et qui, au moment de la guerre en Ukraine, a discrètement relayé la propagande du Kremlin, mais vraiment la propagande dure, du genre c'est normal que la Russie se défende parce qu'il a été provoqué par l'OTAN, ou il y a des biolabs, ou il faut bien dénazifier l'Ukraine parce que c'est que des nazis, etc. Vraiment toutes les justifications de l'agression russe. Voilà, ça c'est vraiment le discours officiel de Vladimir Poutine directement. Hein. Et donc ce compte-là, en fait, est probablement un collectif ou un compte opéré par une des fermatrolles du Kremlin, pour créer tout simplement du doute, de la décohésion sociale. C'est-à-dire que c'est un compte qui, à un moment donné, se déclare expert des vaccins, et puis quand c'est plus porteur, pour créer de la division, il va se redéclarer expert du climat. Et comme personne ne peut avoir l'historique des profils, nous on a réussi à l'avoir, parce qu'en fait, on a cet observatoire qui enregistre ces profils. À chaque tweet, on a aussi le profil associé, mais sinon personne ne peut avoir cet historique-là. Eh bien, c'est facile de tromper son monde. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que un État comme la Russie, mais la Russie a été vraiment maître en la matière, c'est pour ça qu'on le prend souvent comme exemple. La Russie, mais surtout la Russie soviétique, avait une tradition avec le KGB de subversion, et comme c'était un État qui était certes militairement puissant, parce qu'il avait la bombe nucléaire, mais quand même moins puissant que les États-Unis, moins puissant que l'Occident, avec une force de frappe moins grande, ils ont utilisé la stratégie du faible contre le fort, qui était une stratégie de subversion. C'est-à-dire, les meilleures guerres, c'est celles qu'on gagne sans combattre. Il faut que votre adversaire s'écroule de lui-même. C'est un peu comme l'aïkido, vous détournez la force de votre adversaire pour qu'il se fasse mal lui-même. Et donc là, toute la théorie, c'était, on va créer des virus cognitifs, de manière à ce que les Occidentaux, notamment les Américains, mais pas que, n'aient plus confiance à leurs institutions, se révoltent, etc. de guerre froide à ce moment-là. Alors là, on est dans la guerre froide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était... tous les agents infiltrés qu'on envoyait, En fait, se sont aussi inspirés de ce qu'avaient fait notamment les États-Unis, qui ont aussi fait ce genre de choses. C'est pas tout noir tout blanc. Mais ils sont vraiment devenus maîtres en la matière. Et quand sont arrivés les réseaux sociaux, ils y ont vu une opportunité extraordinaire pour aller faire de la subversion en terrain ennemi, et comme ça commencer à déliter les différentes institutions en créant des faux narratifs, des narratifs qui allaient faire de la décohésion sociale. Et alors, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas qu'ils vont commencer à, par exemple, amplifier que l'extrême droite. La théorie, c'est que si vous voulez casser un fil de fer, si vous le tournez tout le temps dans le même sens, ça va pas marcher. Il faut le tourner dans plein de sens différents. Et donc, ce qu'ils font, c'est que ils vont exacerber les identités des différents groupes sociaux, que ce soit les patriotes,
mais aussi les LGBT, les mouvements policiers, les Noirs, les Latinos, etc., pour que ils se sentent avoir moins en commun avec le reste de la société qu'ils n'ont entre eux, et ils se sentent aussi victimisés. Donc on va essayer de faire en sorte que chaque groupe se sente victimisé, et de la revendication, et de la vindicte, et cherche à s'opposer au reste de la société. Donc c'est ça, vraiment la subversion au sens stratégie soviétique et donc maintenant russe, c'est faire en sorte que la société s'érode et se délite, qu'on n'ait plus confiance dans les journalistes, qu'on n'ait plus confiance dans les personnalités élues, même dans le processus démocratique. Ça augmente le racisme aussi. Qu'on n'ait plus qu'il y ait des conflits sociaux internes, donc avec le racisme, de sorte que plus rien ne marche, parce que moins ça va marcher à l'intérieur, moins les démocraties iront se mêler des droits de l'homme en Russie, etc. Donc ça, c'est vraiment purement ça. Vladimir Poutine a vu une menace existentielle pour lui-même quand il a vu le traitement réservé à Saddam Hussein, à Kadhafi, qui ont tous fini lynchés ou pendus. Donc lui se voit lui-même. Donc c'est vraiment une réaction à cette menace existentielle, et c'est très important que les démocraties ne proposent pas de contre-modèle à leur propre population, et donc se portent moins bien. Et d'ailleurs, tous les prétextes sont bons. Vous avez une manif gilet jaune, elle est immédiatement relayée en Russie pour dire regardez, c'est le bordel en démocratie, ça peut pas marcher, vous êtes très bien chez vous. Quand il y a eu donc notamment vers 2014, il y a eu aussi les sanctions contre la Russie suite à l'invasion de la Crimée. Donc là, ils sont passés à la vitesse supérieure et ils ont créé ce qu'on appelle l'agence de recherche Internet, qui est en gros une agence piloté par Wagner, donc Prigojine, qui a été tué par... Disons, il aurait fait tomber une grenade dans son avion. Voilà. Enfin bon, bref, il a été éliminé par Poutine parce qu'il avait eu le tort de se rebeller quelques mois avant. Enfin, en tout cas, cette personne-là, Prigojine, était à la tête de cet institut de recherche Internet, et donc il y avait des centaines de personnes qui étaient payées 24 heures sur 24, d'abord à Saint-Pétersbourg, puis après aussi en Afrique, pour aller sur les réseaux sociaux et se faire passer pour des citoyens lambda. Et Bertrand qui vient d'Alsace. Bertrand qui disait « moi je suis patriote », etc. évidemment. Marie-Henriette qui vient de Paris. Exactement. Et donc là, ce profil-là qu'on a vu se définir comme expert indépendant du climat, mais qui avant faisait de la désinformation sur le vaccin, c'est très probable que ça soit un de ses comptes. Et en tout cas, au minimum, même si c'est un vrai citoyen qui a été, je sais pas quoi... il est très bien organisé, je trouve. Enfin, il y a des comptes très bien organisés. Et puis parfois, son langage est approximatif, parfois il est bien, donc il y a plusieurs personnes. Mais enfin, en tout cas, quand bien même ça serait une personne authentique, ce qu'on regarde, ces relais, on voit qu'il y a plein de comptes qui ont vraiment des profils de comptes robots, qui sont petits et qui ont, à un moment donné, aussi participé au relais Kremlin, etc. Donc faut vraiment voir qu'on est dans un espace globalisé, avec plein d'acteurs qui ont des intérêts convergents, mais qui sont différents. Vous avez des acteurs comme les mouvements extrémistes à l'intérieur des pays, que ce soit l'alt-right américaine ou l'extrême droite française ou en Belgique, etc. Et tous ces acteurs, en fait, ont intérêt à ce que ça dysfonctionne. Ils ont intérêt à ce que ça dysfonctionne, parce que si vous êtes dans la force d'opposition et que vous êtes un petit parti rejeté, vous avez intérêt à ce que rien ne marche pour pouvoir dire, regardez, essayez quand même. Vous nous avez jamais essayé, on va vous montrer comment on peut faire. Et si vous êtes un pays étranger qui a intérêt à ce que votre démocratie ne les embête pas trop sur les droits de l'homme ou sur les sanctions économiques, etc., vous avez intérêt à ce qu'ils soient plus occupés sur leur scène intérieure que sur la scène extérieure. Donc vous avez ces intérêts convergents qui vont créer donc en ligne à la fois ces mouvements de désinformation, donc tous ces narratifs alternatifs, et aussi des communautés assez puissantes en termes de nombre et d'activités, qui vont aller vraiment faire du prosélytisme et conquérir les esprits. Vraiment, il y a cette idée que la nouvelle guerre, c'est la guerre des esprits. C'est pas la guerre chaude, c'est la guerre des esprits. Arriver à conquérir les esprits des nations ennemies pour qu'ils se désorganisent. Donc c'est plus facile en fait d'envoyer des gens par Twitter, X, Facebook, sur les réseaux, bien depuis chez eux tranquillement, en Russie ou dans d'autres pays, qu'envoyer des soldats en quelque sorte, ou qu'aujourd'hui envoyer des contrats, des gens pour faire du business. Tu détruis la cohésion sociale et la culture, en quelque sorte, à travers ces biais-là. Je traduis ça, moi, dans le quotidien. On a une vidéo qui est disponible sur cette chaîne, et j'en ai déjà parlé, où j'ai reçu un mail, donc la vidéo est disponible ici, qui parle de la colonisation de Léopold II au Congo et du Congo belge, avec des atrocités quand même assez dingues. Et il y a eu une demande donc Russia Today d'utiliser cette vidéo. Est-ce qu'on peut utiliser pour des reportages et tout? Et j'ai refusé parce que je sais très bien ce qu'ils veulent en faire. Ils veulent
en gros que l'homme noir déteste le blanc au sein même d'un pays comme la France, comme la Belgique, etc. Donc exacerber les différences, comme tu as dit, plutôt que parler de ce qui aujourd'hui nous réunit. Et c'est ça qui est ouf, parce que même dans certaines communautés dans lesquelles on parle beaucoup d'antiracisme, on parle beaucoup de colonisation, il y a toujours ce côté, oui, mais attention, c'est l'oligarchie néolibérale européenne qui nous inflige ça. Je dis, mais attendez les gars, 2 secondes, on vit en Belgique, on vit à Bruxelles, on est tous des Bruxellois, on va manger dans les magasins, on va acheter nos vêtements dans des trucs je veux dire, regarde, tu portes du Louis Vuitton, donc tu vas chez Bernardo, donc on fait partie un petit peu de ça, mais le fait de l'attaquer, c'est d'accord, on doit reconnaître certaines choses, on n'est pas suffisamment reconnu sur certaines choses qui ont eu lieu dans notre histoire, on demande un peu plus de reconnaissance, mais de l'autre côté, on sent bien aujourd'hui qu'il y a cette tentative en fait vraiment de rentrer dans cette sphère-là et littéralement de créer des gens qui vont détester le vieux blanc grisonnant, mais tout comme de l'autre côté, on fait croire au vieux blanc grisonnant que fais gaffe, il y a un grand remplacement, ils sont là pour prendre ta place, ce qui est scientifiquement une grosse connerie, il n'y a pas de grand remplacement, voilà, ça a été complètement démonté, et donc en fait ils sont là en train de se frotter les mains, parce que c'est comme s'ils ils soutenaient pas un camp en particulier, mais ils sont là en train de regarder en mode tapez-vous bien sur la gueule, et qu'à un moment donné, ça augmente les risques de terrorisme aussi, liés à l'extrême droite, et à d'autres formes d'extrêmes, liées aux religions, etc., quoi. Oui, en fait il faut bien comprendre que ce type de subversion en ligne, c'est ce qui a le meilleur rapport qualité-prix. Pour le prix d'une bombe qu'ils lancent sur l'Ukraine, ils vont payer 10 mecs à plein temps pendant 1 an pour aller faire la subversion. Donc quand ils lancent 1000 bombes, ils peuvent payer 10 000 mecs. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est peu risqué, parce que vous engagez pas d'hommes, et personne va venir chez vous, parce que de toute façon, vous, chez vous, c'est la dictature, donc la première personne qui dit qui s'insurge, elle est éliminée. Ils vont même empoisonner les journalistes jusque sur le territoire européen. Donc il y a aucun risque de ce côté-là. Et effectivement, vous créez la zizanie. Et ça, par exemple, ce que tu mentionnes, ça a été vraiment documenté. C'est-à-dire que pendant l'élection américaine de 2016, pour Donald Trump, dans les mois qui précédaient, il y a eu des pages Facebook qui se sont montées les musulmans unis ou les patriotes contre l'invasion musulmane, donc 2 pages Facebook distinctes, qui ont toutes les 2 appelé à faire une manifestation le même jour pour protester ou défendre l'ouverture d'une bibliothèque coranique, et ces 2 pages, les administrateurs, ils étaient à Saint-Pétersbourg. Donc, faut bien voir, c'est tout le truc, on va attiser les haines entre les groupes sociaux de manière à ce que plus rien ne marche. Et aussi, comment on va faire ça? On va notamment revenir dans le passé, ressoulever des trucs qui parfois sont légitimes. C'est-à-dire la colonisation, ça a été un désastre, et effectivement, il y a peut-être un devoir de mémoire plus important à faire, etc. Il y a des questions légitimes derrière, mais à chaque fois, elles ne sont pas montées dans le but de faire quelque chose de constructif, mais dans le but de détruire, et dans le but de désorganiser. Et ça, c'est quelque chose qui est appliqué de manière vraiment très très systématique. Et on a l'impression que Elon Musk exacerbe ce genre de situation. Depuis qu'il a repris Twitter, on sent qu'il y a une envolée. Je voudrais un peu avoir ton avis là-dedans. Elon Musk, il sert les Russes, en fait, dans cette histoire. Oui, alors, déjà, il faut voir pourquoi Elon Musk a racheté Twitter. Elon Musk a racheté Twitter en disant « je veux défendre la liberté d'expression ». Mais ça, c'est de l'hypocrisie, parce que dès qu'il a racheté Twitter, il a fermé des comptes qui le critiquaient. Donc, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Lui, il est dans un objectif de guerre culturelle. Il pense que, en gros, il y a trop de médias à gauche et qu'il faut plus de représentativité de médias à droite. Il a vraiment racheté Twitter dans cette optique-là. Il a changé les algorithmes de Twitter. Il a modéré Twitter différemment de manière à ce que ça amplifie à la fois les comportements de trolls, etc. Il a fermé d'ailleurs toute possibilité de surveiller Twitter. C'est-à-dire que nous, on faisait de la veille sur Twitter, sur des informations, nous, la communauté scientifique, ça a été fermé. Ce n'est plus possible de veiller en fait à la qualité d'information sur Twitter. Tout est verrouillé. Et lui-même, en fait, il est très actif dans la propagation d'idéologie. C'est-à-dire que, par exemple, là, il y a quelques jours, il est allé à El Paso aux États-Unis, à la frontière avec le Mexique, pour faire un documentaire avec son téléphone sur la soi-disant submersion migratoire. Et le problème, c'est que non seulement il change toute l'algorithmique de Twitter pour que ce soit plus favorable au type de contenu qu'il aime. Même à un moment donné, il avait tellement changé que dans le pour vous, il y avait que des tweets de Musk. Il a demandé à ses ingénieurs de mettre un facteur sur ses tweets pour que, il s'était trompé et on n'avait que du Musk. Bon, ils ont un peu baissé, mais il y a quand même beaucoup de Musk. Mais non seulement il fait ça, mais en plus, il ingénierie le réseau social de manière à se mettre au centre. C'est-à-dire que quand vous créez un réseau social, quand vous créez un compte Twitter, vous rentrez,
Twitter vous oblige à prendre au moins 3 comptes. En général, dans ces 3 comptes, assez systématiquement, il y a Elon Musk. Et donc maintenant, c'est quelqu'un qui a 120 millions de followers, c'est-à-dire, bon, vous enlevez les robots, mais ça fait quand même quelque chose de l'ordre de grandeur de la population française. Et donc, dès qu'il dit quelque chose et qu'il interagit avec d'autres comptes, ça les amplifie par un mécanisme, justement, de Twitter amplifie les comptes qui ont interagi avec des comptes importants. Et quand vous regardez avec qui il interagit, donc il va interagir avec des gens, c'est pire que l'extrême droite, il y en a, c'est carrément des néo-nazis. Il va interagir aussi avec des personnes qui sont proches des organismes de propagande russe, hein, donc des comptes dont on sait qu'elles sont tenues par des agents du Kremlin. Et donc tout ça, il va l'amplifier. Alors c'est pas pour dire que lui c'est un agent du Kremlin, évidemment que non, mais par sa culture, par son approche des réseaux sociaux, par son espèce de libertarisme débridé, en fait, il sert aussi les intérêts de Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, il a été démontré qu'il a coupé Starlink, donc son système de satellite, à un moment d'attaque des Ukrainiens, pour éviter qu'il n'endommage trop l'armée russe. Et il a demandé à couper Starlink à ce moment-là. Donc il fait des actions géopolitiques du haut de ces différentes entreprises, dont Twitter. Ah oui, donc en fait, en gros, aujourd'hui, les nouveaux gestionnaires de géopolitique, c'est les patrons d'entreprise, c'est les gros patrons des big entreprises, on a l'impression, là. En tout cas, la géopolitique s'immisce dans l'économie à ce niveau-là, ça c'est complètement clair. Après, on n'est pas dans la tête Bien sûr. des uns et des autres. Bien sûr. Mais il est clair que moi, si j'étais Poutine, je mettrais plein d'agents du KGB à essayer d'interagir avec Musk pour le faire aller dans un sens ou dans un autre. Hein. Et Musk même lui-même reprend des expressions qui sont typiquement des expressions du Kremlin. Hein, et que dans sa manière de parler, il prend des choses qu'il y a que le Kremlin qui parle comme ça. Genre, par exemple, l'erreur de Khrouchtchev pour parler de l'Ukraine. Il y a que le Kremlin qui parle comme ça, en disant Khrouchtchev a fait l'erreur de rendre l'Ukraine aux Ukrainiens. Bon, donc il manipule ce genre de concept qui montre qu'il est imprégné et que donc il a interagi avec ce genre de milieu. Mais moi, j'ai envie de revenir un petit peu, tu vois, à toutes ces personnes qui sont victimes de ça. Et on n'en est pas conscient, on tombe là-dedans, on se rend même pas compte forcément. Je voudrais savoir, est-ce que lorsque tu as donné un bête cliché, on en parlait beaucoup sur cette chaîne ici sur YouTube, que les primo-votants, ceux qui ont voté pour Trump et qui ont été à fond derrière son discours, sont des gens qui se sont retrouvés en perte d'espérance de vie au milieu des États-Unis, dans un système où la ville, une grosse industrie s'est effondrée, a déménagé, a délocalisé. Donc il y a eu une vague de chômage qui a fait que les gens naturellement devaient passer du Walmart à peut-être des banques alimentaires ou peut-être à quelque chose de beaucoup moins intéressant. Walmart, c'est comme le Carrefour, version américaine bien sûr, rock and roll. Et donc ce fameux déclassement, est-ce que lorsque tu te retrouves à subir une contrainte économique et à descendre socialement, ça t'amène plus facilement vers des discours d'extrême droite et des discours anti-science, anti-institution? Alors, bon, là, il y aura une grande discussion à faire là-dessus, mais ce qu'on peut dire un peu de manière intuitive, c'est que si tout va bien, vous n'avez aucune raison de changer de parti, d'idéologie, etc. Hein, si tout va bien pour vous, bon, tout va bien. Vous vous consacrez à votre vie, et puis voilà. C'est quand ça va pas bien que vous vous remettez en cause. Et notamment quand vous perdez du pouvoir d'achat, quand vous vous sentez déclassé, etc. Donc quand vous avez une crise économique ou une pandémie qui va contraindre, etc., et vous avez l'impression que vous êtes il y a du déclassement, en parallèle d'ailleurs, ce qui s'est passé pendant la pandémie, où une partie de la population, au contraire, en a bien profité, hein, tout le CAC 40, etc., n'ont jamais été aussi riches qu'après la pandémie. Bien enrichi. Donc quand vous voyez que vous descendez pendant que certains remontent, bah là vous remettez en cause des choses. Et en fait c'est ce mécanisme, ce phénomène qui est que tout un ensemble de la population commence à se remettre en cause, qui fait que ces personnes vont commencer à regarder ce qu'il y a autour. Hein. Et ce qu'il y a autour, il y a notamment les populistes qui sont là à dire « Attention, vous êtes en train d'être déclassé, venez me voir ». Et donc, ils commencent à avoir une probabilité d'avoir des nouveaux venus, dont nulle. Et c'est ça qui fait que, petit à petit, vous avez des personnes qui commencent à s'intéresser à ce genre d'idéologie. Sauf que ces idéologies-là sont construites, en fait, pour après détacher les personnes du reste de la société. Alors, on va vous dire, bienvenue chez nous, vous avez raison d'être pas content parce que vous êtes victime de ci et ça et ça. Et puis, surtout, nous, on va vous donner l'information fiable à partir de maintenant. Donc, arrêtez de croire votre gouvernement, mais arrêtez aussi de croire les journalistes, et puis arrêtez de croire aussi les scientifiques.
Parce que si tout ça, ça vous arrive, c'est parce que vous les avez crus. Et donc, moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Et donc, souvent, après, on va développer ce genre d'argument. D'une part, victimisation. Vous avez raison de vous sentir déclassé, vous êtes victime directement. Et ensuite, bouc émissaire, c'est-à-dire, on va trouver des causes. Donc, le cause, ça va être à la fois les élites qui vous oppriment, mais aussi l'immigré, le juif, les Ukrainiens qui veulent faire des trucs, et c'est à cause d'eux. Et on va vous dire, mais tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, eh bien, vous serez pas mieux, vous vous sentirez pas mieux. Et faites-nous confiance, on va le résoudre. Et donc, vous tombez comme dans un piège, hein, où on vous coupe, en gros, des signaux extérieurs, ou alors on vous dit, vous pouvez aller voir tel et tel journal, mais réfléchissez bien qu'ils sont en train de vous mentir et qu'il y a un gros complot. Donc on vous coupe en fait de votre capacité à avoir une certaine réceptivité à ce qui se passe à l'extérieur, et on vous abreuve en interne d'un discours très très cohérent qui va, cohérence interne, hein, oui, bien sûr. qui va en fait vous dire, tant qu'on vous ait pas résolu ce point, les immigrés, les juifs, je sais pas quoi, eh bien vous ne serez pas mieux. Et là, ces personnes-là donc restent plus facilement, plus longtemps dans ce type d'idéologie que dans une autre. Et donc vous avez une espèce de flux comme ça, les gens sont déclassés, une petite proportion essaye ça, il reste, une autre essaye autre chose, ça marche pas, il revient, il reste, et donc ça fait grossir tous les populismes. C'est dingue. Quand j'écoute ça, je peux pas m'empêcher en fait de le transposer un petit peu dans la vie de tous les jours, et il y a cette fenêtre d'Overton qui permet de légitimer et de rendre accessible et de normaliser des idées quand même très xénophobes, très nauséabondes, qui amènent potentiellement des gens à commettre des actes de violence dans la rue, ou se sentent légitimes de dire à quelqu'un « t'es pas dans ton pays, retourne chez toi ». C'est comme s'il y avait une parole que les gens gardaient en eux, où avant on avait honte, et dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait être dit de l'ordre de oui mais voilà un jeune noir il a rien à faire en France, il n'a qu'à retourner chez lui, c'était impensable à une époque. Aujourd'hui dans des groupes c'est au contraire, ça applaudit, c'est appuyé, c'est repartagé. Et donc il y a là, tu parlais de justement, tu vois, de cette capacité à faire front, à faire équipe. Et là maintenant je vais regarder par le passé les choses les plus atroces que l'humanité ait pu commettre. Parce que à un moment donné, on a formé un groupe dominant, majoritaire, et on a décidé de faire passer ce qu'on voulait, faire passer tous les problèmes, qu'ils soient économiques, sur une partie de la population. Ah, s'il y a une crise de 29, c'est parce que il y a telles personnes qui sont juives et c'est leur faute, et ça a amené à des exterminations. On a l'impression que c'est un peu derrière nous, mais j'ai la sensation, et puis j'espère me tromper, qu'on est dans une forme de, j'ai pas de boule de cristal de nouveau, mais de reproduction, mais de manière extrêmement exagérée, de façon hyper, quoi, avec les réseaux sociaux. Et que tout doucement mais sûrement, on est en train, tu parlais tout à l'heure, de cette destruction culturelle qu'il y a entre les peuples, entre les groupes au sein des nations, qui fait que, en fait, littéralement, on parle potentiellement de guerre civile, qu'un jour t'as des gens d'une communauté qui vont aller dans la rue pour aller se bagarrer avec des gens d'autres communautés, que ça va se taper entre religions, entre couleurs, entre appartenances, enfin tous des trucs comme dans le genre. Et que là maintenant, c'est là que ça devient intéressant dans ce truc-là, et de comment est-ce qu'on fait face à ça. Le déclassement dans un pays et dans un monde contraint. Aujourd'hui, on a des limites. Des limites à l'eau, des limites à la croissance, des limites aux matériaux, des limites à l'économie. Nous avons atteint une sorte de rendement marginal décroissant. Aujourd'hui, on injecte plus d'énergie pour grappiller des miettes en termes d'augmentation économique. Ce qui veut dire que d'une façon ou d'une autre, l'économie va se contracter, et qu'à paradigme et avec nos axiomes actuels, notre façon de concevoir le monde, la réussite, qu'est-ce que être aujourd'hui, naître et réussir sa vie, ça va, quoi qu'il arrive, péricliter et descendre. Donc il va y avoir malheureusement des chutes massives en termes de biens, de possession, de pouvoir d'achat. J'ai l'impression que c'est une autoroute pour les idées extrêmement dangereuses qui, moi, je vais être très honnête avec toi, me font peur, parce que je me dis que ce qu'on a produit pendant la guerre 39-45, on pourrait être amené par contrainte géologique, par contrainte physique de notre économie, limite à la croissance, se retrouver dans le même cas de figure. C'est comme si on a au fond de nous toujours l'envie de
rejeter la faute sur des individus. Les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle dans les violences en Birmanie contre les Rohingyas, en Éthiopie. Enfin, donc les horreurs peuvent se répéter facilement. Donc nous, on a eu un peu le sentiment qu'on est à l'abri parce que on est dans une Europe un peu riche, prospère, etc. Mais en fait, d'abondance encore. Hein. D'abondance. Mais en fait, effectivement, il y a, comme dans toutes les crises économiques, il y a un risque donc de montée du populisme. En plus, donc, comme on arrive aux limites planétaires, on va devoir forcément réduire. Il faut voir que, en gros, ce qui est préconisé par la science, c'est de réduire par 5 pour un Européen moyen ses émissions. 10 tonnes à 2 tonnes. C'est énorme. La 5, ça veut dire en gros, vous faites 3 mois et même pas 2. Tu manges 5 fois moins de viande, tu te transportes, tu vas 5 fois moins loin. Enfin, maintenant de nouveau, toute une question de comment tu redistribues les cartes. Mais en effet, c'est un vrai défi. Il y a tous les ans, il y a le jour du dépassement. Ouais. Hein. Donc vous prenez le jour du dépassement et à partir de ce moment-là, vous allez camper et vous consommez plus rien. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc ou alors vous rééquilibrez avec ce que vous avez fait. Bon. Donc on va voir ça qui va arriver. Et effectivement, ça risque de provoquer un grand sentiment de déclassement et donc des populations qui vont se tourner vers des mouvements les plus extrêmes. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, on est piégé par cette société de consommation et de réussite matérielle qui dit que si t'as pas l'iPhone 15 quand il sort et si après t'as pas l'iPhone 15 Pro quand il sort, t'as un sentiment déclassé. Donc il y a aussi une réflexion à avoir pour changer ce qui fait sens, tout simplement pour les individus, parce que, par exemple, le luxe, le temps actuellement, c'est du luxe. Pouvoir passer, par exemple, un mois avec sa famille, c'est du luxe d'une certaine manière. Et donc, et c'est autant du luxe que de pouvoir s'acheter une Rolex, par exemple. Il y a des gens qui peuvent s'acheter des Rolex, ils ont pas les moyens de se passer un mois avec leur famille. C'est vrai. C'est vrai. donc un sacrifice dans un. Donc en fait, il y a aussi une manière de repenser. Là où on met les priorités, là où ça fait sens de vivre, à repenser le vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment important de le repenser parce que sinon, cette contraction donc de nos capacités à consommer et à extraire de l'environnement des choses va s'accompagner d'un sentiment de déclassement. Donc, je dirais presque il faudrait se préparer en amont de se dire c'est quoi le vrai sens de la vie, c'est quoi les vraies valeurs et comment on peut les aligner avec en gros la comment on les transmet, comment tu les transmets, c'est quelque chose de lent, c'est un processus lent, alors que la désinformation c'est rapide, c'est efficace, c'est l'émotion instantanée du moment. Il y a ce travail de fond et il y a un travail aussi sur la réflexion de l'écosystème informationnel et la désinformation. Ça j'en parle vraiment beaucoup dans Toxic Data là pour montrer comment en fait tout simplement l'hypothèse de Toxic Data c'est que le modèle économique actuel des grandes plateformes, Facebook, Amazon, etc. est incompatible avec les démocraties. Donc, il va falloir choisir. Donc, il y a déjà un choix en termes d'infrastructures technologiques et informationnelles. Est-ce qu'on veut finir avec la démocratie, finir comme la Russie ou la Chine avec des États totalitaires qui vous suppriment et qui vous zigouillent dès que vous levez le petit doigt, ou est-ce qu'on veut rester en démocratie? Il y a des choses à améliorer, mais grosso modo, ça marche plus ou moins. Donc ça, il y a vraiment cette question. Là, c'est l'infrastructure technologique qu'il va falloir questionner parce qu'elle est favorable à la désinformation et elle génère de la polarisation, elle génère de l'hostilité entre groupes sociaux, etc. Et donc là, si on garde ça, on va vers un effondrement social. Mais il y a l'effondrement écologique qui va de toute façon nous amener à repenser nos valeurs. Et là où c'est dangereux, comme tu le soulignes, c'est qu'il va y avoir un couplage entre cet effondrement, le problème climatique et écologique qui pourrait mener à un effondrement, et donc la nécessité de limiter notre empreinte, et ce sentiment de déclassement par rapport à un standard qui est celui de la société de consommation. Et donc, il faut changer de standard. T'as dit un standard qui est dur, qui est là depuis longtemps, même si à l'échelle humaine, il n'est pas là depuis longtemps. Mais quand tu nais dedans, c'est l'environnement dans lequel tu as baigné, donc en fait, c'est ta réalité. On parle vraiment de perception de la réalité. Là, ça va très très loin, tu vois. Et donc, comme c'est ta réalité que tu as toujours défendue, alors ok, oui, tu creuses les problématiques dont parle l'IPBES, le GIEC, tout ton travail, justement, qui est quand même, cette étude, elle est quand même ultra solide, elle est en description d'ailleurs, toute cette étude autour de comment ça fonctionne avec X, Twitter, les réseaux sociaux, sur le climato-dénialisme, etc. Ça démontre les limites sociales, ça démontre beaucoup de choses, mais c'est notre vision de la réalité dans laquelle on est. Donc, c'est-à-dire qu'il faut à la fois offrir un autre
autre projet de société, une autre manière de concevoir la réalité en dehors des biens de consommation, parce que forcément tout ça c'est beaucoup de flux d'énergie et de matière, et qu'à un moment donné on peut pas tenir, mais qu'à la fois il faut laisser les choses dans le sol pour éviter un désastre climatique, et que justement toutes ces personnes dont on a parlé, les climato-dénialistes, ils utilisent aussi le fait que forcément c'est des contraintes claires et nettes, le changement climatique, et de dire, regardez, on va toucher à vos libertés, c'est la peur de l'instantané, et de nouveau, c'est comment tu manages cette instantanéité de la peur qui est engendrée par tous ces comptes sur les réseaux sociaux, et la transformation des schémas mentaux pour l'avenir. C'est vaste question, on va bientôt terminer là-dessus, je pense. Oui. Mais... Non, c'est une très vaste question, mais juste pour ouvrir, tu as mentionné la notion de liberté, et ça, c'est un concept qui a été complètement galvanisé sur les réseaux sociaux, notamment les leaders des anti-dictatures sanitaires se revendiquent de la liberté. Hein, il y a eu des grosses manifs à Bruxelles sur la liberté. Tout à fait. Sur cette question-là. Musk se revendique de la liberté d'expression, alors qu'en fait, il s'en fout de la liberté d'expression, puisque justement, il ferme les comptes qui lui déplaît. Hein. Donc, il y a une espèce d'instrumentalisation du concept de liberté, et typiquement, ça, c'est un concept qui serait important de recreuser ensemble, on va dire. Il y a déjà plein de choses écrites dessus, mais à mon avis, c'est un concept qui mériterait, pour le citoyen lambda, y compris moi, hein, vraiment de réfléchir là-dessus, parce que c'est quoi la liberté? Parce que ma liberté s'arrête là où la vôtre commence. Donc, il y a une question de problématique aussi de bien commun, de bien collectif. Et est-ce il vaut mieux avoir une liberté individuelle à tout cran, mais une terre qui s'effondre et après on va être obligé de vivre dans des déserts, ou se entrelimiter en choisissant ensemble des règles, ce qui est en fait la définition de l'État. Hein, pour l'État, on choisit ensemble des règles pour se limiter, s'entrelimiter, pour pas être violent, pour pas voler, etc., parce qu'on pense que c'est mieux comme ça. Et donc, on choisit ensemble des règles de manière à ce que la Terre soit vivable, enfin ne perde pas sa viabilité. Et donc, dans toutes ces démarches-là, le concept de la liberté est central. Et en fait, en ce moment, il est complètement dévoyé par ces dénialistes qui souvent, donc, ils s'en cachent pas. Et c'est la vidéo dont on parlait tout à l'heure, c'est le projet Veritas, qui sont les ultra Make America Great Again, donc ultra extrême droite et conservatrice américaine. Donc, il y a une espèce de rebranding de la notion de liberté à des fins de tromperie, et donc ça mériterait vraiment que chacun se pose vraiment la question de c'est quoi pour moi être libre en société, comment on construit une société où on abandonne un peu de liberté pour vivre mieux ensemble, ce qui est encore une fois la définition de l'État. Hein. On crée des lois et on accepte de s'y plier. Et ça, c'est vraiment très lié. Et cette menace qui arrive du climat, qui va nous forcer en fait à nous coordonner et nous coordonner, pas seulement au niveau national, mais au niveau international. On peut pas se permettre, par exemple, que tous les pays réduisent leurs émissions, mais que la Chine ou l'OPEP décide de cramer tout son pétrole. C'est pas possible. Hein. Donc on va devoir penser à tous les niveaux, individuels jusqu'au niveau national, la notion d'interdépendance et du coup aussi de liberté. Des conseils à ceux qui nous regardent en ce moment, assez concrets sur peut-être des personnes qui ont dans leur entourage des climato-dénialistes, des personnes qui vrillent complètement de l'autre côté. Qu'est-ce qu'eux peuvent faire par rapport à ces gens de leur entourage en face à face? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on fait sur le réseau? Ça, c'est la deuxième question. Est-ce qu'on continue à débattre avec éventuellement des faux comptes, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce qu'on coupe toute forme de discussion avec tout ce qui est extrême et dénialiste? Alors, le climato-dénialisme est assez facile à, on va dire, démonter. Souvent, quelqu'un va vous sortir, mais au Moyen-Âge, il y a une période chaude, mais le CO2, c'est que 0,04%, par exemple. Bon, 0,04%. Votre rétine, elle pèse 0,04% de votre corps, peut-être, mais si je vous enlève votre rétine, il y a une fonction essentielle de votre corps qui est plus là. Hein, donc, il y a plein, en fait, de truismes et de sophismes qui sont déployés par les partisans, les influenceurs du climato-dénialisme, qui, eux, savent très bien ce qu'ils font, qu'on peut facilement démonter de manière apaisée. Dire voilà, on a cherché à te tromper. Hein. Donc ça c'est une première chose. Maintenir la discussion, revenir aux faits, dire non, c'est pas j'ai entendu quelque chose. Non, on va aller sur les faits, on va aller sur les mesures. Et aussi on va bien. Il faut aussi insister sur le fait que il n'y a pas de complot mondial. C'est pas 40 000 scientifiques ne trafiquent pas tous ensemble leurs données
pour faire croire qu'il y a réchauffement climatique. C'est pas possible. Il y a une question d'organisation sociale. Les gens ont du mal à faire arriver les trains à l'heure. Alors bon, donc il y a des arguments comme ça qui sont, je pense, assez faciles à avancer. Après, sur la question de savoir est-ce qu'il faut rester ou pas sur les réseaux sociaux, ça c'est encore une question sur laquelle on pourrait vraiment débattre longtemps. Il faut vraiment choisir son réseau social en fonction de la philosophie du réseau social. Hein. Rester sur Twitter, donc X maintenant, à l'heure actuelle, c'est un peu rester dans une mer où tous les courants ont changé et on a juste une petite pagaie et en fait les courants ils vont dans la direction que souhaite Elon Musk. Alors qu'en face vous avez des systèmes qui sont différents, vous avez notamment toute la communauté du logiciel libre qui essaie de développer des systèmes alternatifs. On a parlé par exemple de Mastodon qui est une sorte de Twitter décentralisé. Bon, et quand on creuse un peu comment sont conçus ces systèmes, vous voyez qu'il y a de la politique dedans. Par exemple dans Twitter ou chez Apple ou n'importe quel. Tout est fait pour que vous soyez captif de l'infrastructure. Vous pouvez pas dire j'ai 1,6 million d'abonnés chez Twitter, paf, je pars chez Mastodon avec toutes mes données et tous mes followers. C'est pas possible. C'est fait pour que vous ne puissiez pas partir. Si vous voulez partir, vous partez tout nu. Donc en fait, tout le temps que vous avez passé à faire des threads, etc., c'est un temps que vous avez donné à Twitter. Vous avez travaillé pour Twitter. Hein, vous avez proposé du contenu. Alors que vous avez d'autres infrastructures, comme par exemple Mastodon, eux, ils sont pensés pour dire, si jamais vous voulez partir d'un Mastodon, vous pouvez tout prendre, aller ailleurs, et le flux est automatiquement redirigé. Rien que ça, je pourrais le décliner sur plein d'autres exemples, mais rien de ça, c'est, d'un côté, vous avez des infrastructures qui sont déployées pour vous rendre captif, parce qu'ils ont besoin que vous soyez captif pour après pouvoir vous vendre des trucs, et de l'autre côté, vous avez des infrastructures qui sont déployées pour vous rendre libre de ce que vous voulez faire, libre de vos données, etc. Et là, on a la notion de liberté, là, est intéressante. Hein, c'est vraiment, j'ai mes données, je choisis de les vendre ou pas, je choisis de les déplacer ou pas. Et donc, voilà, rester sur X ou pas, moi, ma réponse, c'est non. Enfin, ça sert à rien de rester sur un truc où, en gros, le maître des lieux décide de ce qui va être distribué et à ce point biaisé. Hein. Mais, de manière générale, il faut se repenser sur quelles sont les infrastructures numériques et les outils numériques que j'utilise. Est-ce qu'ils sont vraiment ma propriété, hein? Quand vous avez un MP3, enfin, quand vous achetez une musique sur Deezer ou Spotify, est-ce que c'est vraiment à vous? Bah non, vous pouvez pas le prendre et le proposer à quelqu'un. Il faut qu'il achète un abonnement, donc c'est pas vous, par définition. Hein, c'est pas comme un MP3 que vous donnez sur une clé USB à quelqu'un. Donc en fait, les infrastructures numériques, que ça soit hardware ou software, sont souvent pensées pour vous enfermer. Et là, on est vraiment à l'opposé de la liberté. Et en face, donc, il y a toute une réflexion, des communs, des logiciels libres, etc. Et c'est là qu'il faut aller regarder. David, merci pour ce somptueux talk. La caméra a lâché, mais c'est pas grave, ça enregistre toujours sur toi. Je te remercie beaucoup. Tous les liens sont disponibles forcément en description. Et ça me ferait plaisir de te retrouver prochainement sur cette chaîne pour aborder plein d'autres thématiques en rapport justement à toutes ces analyses que tu peux faire. Voilà, est-ce que tu es sur une prochaine étude là en ce moment ou pas? Oh, on a d'autres trucs, oui. Eh ben, on se jette ça de près. Voilà. Je te remercie. Et n'oubliez pas de votre côté, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo, c'est très important. Et à bientôt sur les mythes. À bientôt.